Salut les devs.net, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos où je vais te parler des design patterns comme tu peux le voir directement à l'écran. Alors avant de rentrer dans cette série, je compte t'expliquer un petit peu ce que je vais faire dans cette série et comment je vais aborder chacun des patterns, quel est le but de cette série et comment je l'ai un petit peu organisé. Si tu aimes ce que je fais et que tu veux voir cette série continuer jusqu'au bout, car bien sûr comme chacune de mes vidéos YouTube, je vais les continuer si j'ai seulement de l'approbation de ce que je fais et que les gens aiment cette série-là, n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, active les notifs, tu seras directement prévenu, et n'hésite pas à utiliser la zone commentaire sous la vidéo, pour qu'on puisse discuter de cette série, si ça te plaît pas, et si tu verrais des axes d'amélioration éventuels, je suis preneur de tous les retours. Alors, je vais faire une série sur les design patterns en C#. Le but est d'aborder les design patterns, on va dire originaux, ceux qu'on trouve dans le livre du Gang of Four, le fameux livre Gang of Four, je te mets la vignette juste à côté pour que tu puisses voir de quoi il est question. Ce livre commence à accuser son âge, ça fait déjà beaucoup d'années qu'il est sorti. Le but est d'en fournir une implémentation, on va dire, moderne, à l'aide de tout ce qu'on a eu comme avancée dans C# et .NET pour que tu puisses en profiter. Je vais aborder les patterns non pas par ordre alphabétique ni par un ordre qui me serait totalement propre, mais en les divisant en 3 catégories qui sont les patterns de création, les patterns de structure et les patterns comportementaux. L'idée étant de les regrouper dans ces espèces de 3 catégories qui en font une certaine logique. On va donc commencer par aborder les patterns de création qui nous permettent donc de créer un objet avec certaines capacités. Dans cette vidéo, je vais parler d'un pattern qui est vraiment très mal aimé, à tel point qu'on le considère même aujourd'hui comme un anti-pattern, et je vais essayer de te convaincre en fait que ce n'en est pas un, mais on va voir quelles sont ses forces et ses faiblesses, et surtout on va voir est-ce qu'on peut encore l'utiliser aujourd'hui, est-ce que c'est la bonne façon de faire, et comment est-ce qu'on devrait faire en C# si on partait d'une feuille blanche. Ce pattern, tu l'auras deviné en lisant mon écran, c'est le singleton. Sache que j'ai déjà fait une vidéo sur comment bien faire un singleton pour qu'il soit thread safe en mémoire, car des développeurs qui veulent faire des singletons, on va dire très rapidement et très facilement, peuvent vite tomber dans un piège. Je te mets le lien là-haut sur cette vidéo-là, et c'est probablement la seule vidéo complémentaire à cette série que j'ai déjà faite, car pour les autres patterns, il y a beaucoup moins de pièges. On considère aussi le singleton comme un anti-pattern aujourd'hui, car on considère que les instances uniques doivent être gérées différemment et que ce n'est pas une bonne approche des choses. Je suis moyennement d'accord avec cette approche et c'est pourquoi je vais quand même te présenter le singleton. Cependant, je suis d'accord avec l'approche qui dit qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire de singleton à la main. C'est bien de savoir le faire si on est dans un projet où est-ce qu'on n'a pas le tooling moderne, par exemple en ASP.NET Core, aujourd'hui on a le container d'injection de dépendances natif qui permet d'enregistrer des dépendances en tant que singleton et donc nous n'avons pas nous besoin de gérer la durée de vie du singleton. Mais il peut arriver que tu dois travailler sur un projet qui est plus ancien, en .NET Framework et pas en .NET Core, ou que tu sois par exemple en WPF où est-ce que le conteneur d'injection de dépendances n'est pas nativement disponible et donc si tu as besoin d'un singleton, à moins d'installer un conteneur d'injection de dépendance, ce que je te recommande fortement dans tous les cas, mais si tu as besoin de l'utiliser et que tu n'as pas la possibilité de faire ce genre de choses, c'est quand même bien de savoir comment le faire soi-même. Donc le but ici, c'est pas de faire un singleton S avec avec quelque chose, mais de donner un cas d'exemple, un cas d'usage qui serait pertinent. Et donc pour le singleton, il y en a plusieurs, mais celui que je trouve le plus pertinent, c'est la gestion d'un cache mémoire. Car en effet, un cache mémoire est partagé entre tous les clients, tous les consommateurs, et le principe d'un cache, c'est d'éviter d'avoir à faire des opérations coûteuses. Soit un aller-retour avec la base de données, soit un calcul, bref. L'idée, c'est d'avoir une valeur qui serait calculée et récupérée, de la mettre en cache, de telle sorte que quand on veut accéder à cette valeur, on prenne la valeur du cache au lieu de la recalculer. Donc pour ça, nous allons faire le singleton. Donc je vais commencer par créer ici une nouvelle classe que je vais appeler memory cache. Alors bien sûr, en ASP.NET, on a le memory cache qui est natif dans ASP.NET. Le sujet n'est pas là. Le but ici, encore une fois, c'est de te montrer comment tu pourrais faire ça si tu en as besoin dans une application où tu n'as pas accès à tout ce tooling. Donc maintenant qu'on a créé cette classe memory cache, on va la renseigner pour en faire un singleton. Pour faire un singleton, c'est très simple, il faut interdire à ce que d'autres parties de ton application puissent créer une nouvelle instance. C'est-à-dire qu'en fait, le singleton va avoir la responsabilité de gérer sa durée de vie s'il est géré par lui-même. Donc pour ça, le mieux étant de faire un constructeur privé. Alors privé,
c'est une approche. En fait, ça va dépendre de est-ce que tu veux que ton singleton puisse être hérité et avoir une instance qui est plus spécifique. Si tu considères que non, que ton singleton est une instance finale, que personne n'a à en hériter et que pour le coup tout est déjà défini dedans, je te conseille d'une part de mettre le constructeur privé, mais d'autre part d'interdire l'héritage grâce au mot-clé sealed. Comme ça, tu es garanti que personne ne va hériter de ta classe et éventuellement tenter de faire des redéfinitions de méthode avec des new et des choses comme ça. Donc je te conseille, si tu utilises le constructeur privé parce que ton singleton ne peut pas être hérité, de faire également l'ajout du mot-clé sealed. Si par contre tu veux permettre qu'on puisse redéfinir certains comportements, dans ce cas-là le constructeur sera protected afin de permettre que ceux qui vont en hériter puissent éventuellement appeler le constructeur pour redéfinir certaines valeurs au cas où dans ton constructeur tu aurais certaines valeurs à définir. Mais dans le cas des singletons c'est plutôt rare. Donc ici moi ce que je vais faire c'est que je vais en faire un privé parce que mon memory cache est final entre guillemets. Donc une fois que le constructeur est privé, ça veut dire que je ne suis pas en capacité ici de faire un var cache est égal à new memory cache comme ceci, qui serait donc dans mon namespace de singleton, tout simplement parce que le constructeur est privé. Alors bien sûr, des petits malins vont me répondre, oui mais je peux quand même invoquer le constructeur privé par réflexion, oui, mais là, le but étant de faire un pattern pour protéger, on va dire, des personnes de bonne volonté et pas des petits malins qui veulent tricher. Donc ici, je fais mon memory cache avec un constructeur privé, mais il faut quand même que je puisse accéder à l'instance. Donc je suis obligé d'avoir ici une version publique qui est statique, qui est l'instance. Alors si je fais ça, ça veut dire qu'en fait, je vais faire un memory cache pour instance, et donc ici, je vais avoir également le cache numéro 2. Le problème, c'est que la façon dont Visual Studio me l'a généré, il m'a mis un getter et un setter, ce qui n'est absolument pas recommandé. Tout simplement parce que l'instance doit être en lecture seule, donc je ne devrais pas avoir de setter, premièrement. Deuxièmement, le get, on peut très bien avoir un singleton qui est instancié dès la construction de la classe, donc ici je pourrais avoir un private static memory cache cache est égal à new comme ceci, donc j'utilise la nouvelle syntaxe apportée par C# 10 pour éviter de répéter le type que je crée avec le mot-clé new, et donc cette instance retourne ce cache. Donc en faisant cette approche-là, eh bien mon cache est créé directement et mon getter va le récupérer. Donc ici, si j'ai mes deux caches, je peux utiliser la méthode reference equals. Alors cette méthode se trouve sur la classe object, donc object.reference equals, et je vais faire cache et cache2, et si j'affiche ça sur la console, et que j'exécute, comme tu le vois, j'ai true. Donc ça veut dire qu'en fait, mes deux instances répondent bien à la même référence mémoire. Donc, je ne suis pas en mesure d'aller redéfinir l'instance. C'est interdit, ce n'est qu'une propriété accessible en lecture seule et le constructeur est privé. Cependant, on va dire la petite faiblesse de cette implémentation, c'est que le cache utilise le mot-clé new directement associé à la variable statique. Le mieux est quand même de faire l'instanciation de ce singleton dès la première fois qu'on le demande en mode lazy. Et donc pour ça, je vais utiliser la technique que d'ailleurs quelqu'un a remontée dans les commentaires de la vidéo sur le piège du singleton. Je vais utiliser une classe qui a été introduite dans .NET Framework 4, qui est la classe lazy de memory cache. Donc en fait cette classe-ci en fait me fournit une lazy initialization, ce qui veut dire qu'en fait ça va simplement me permettre de définir la factory, et on verra le pattern factory plus tard, qui me permettent de créer une nouvelle instance de ce cache uniquement à partir du moment où j'en ai besoin. Donc ici je ne vais pas renvoyer cache mais bien cache.value, donc la valeur qui se trouve dans le lazy, et donc je vais lui fournir ici une factory permettant de créer le cache, donc comme ceci. Alors je sais que la syntaxe là peut paraître un peu déroutante. Ce new qui est ici est un new pour le lazy de memory cache et ce new là est un new pour le memory cache. Donc si ça te dérange d'avoir des new comme ceci qui ne sont pas très pertinents, eh bien je t'invite à rajouter le type à côté. J'ai utilisé ici le maximum de possibilités de C#. En faisant ceci, j'ai donc l'initialisation la plus tardive possible, c'est-à-dire que mon objet n'est créé que quand j'en ai vraiment besoin, et je garde le comportement qu'il y avait avant. Comme je t'avais dit au début de la vidéo, j'ai essayé d'en faire l'exemple le plus pertinent possible, donc on va en faire un cache, on va dire bête et méchant, donc je vais faire un dictionary de string et d'object pour faire un lien entre une clé et un objet, donc ici je vais l'appeler cached objects. Donc ce dictionary, je vais l'initialiser dans le constructeur. Donc je le fais ici directement, mais j'aurais pu le mettre à côté, le mot-clé new, ça aurait été pareil. Et par exemple, on va faire deux méthodes. Donc pour le add, c'est assez simple. On va avoir le cache object de key qui est égal à value. Comme ça fait un add or update en quelque sorte. Et donc ici,
j'ai fait un cache mémoire vraiment basique. Et donc par exemple, dans le cas où je veux l'utiliser, je vais faire un cache.add, parce que j'ai récupéré memory cache.instance, cache.add de test avec par exemple datetime.now, et après je vais pouvoir écrire sur la console cache2, j'utilise l'autre variable, .get de test. Hop, si j'exécute, comme vous le voyez, je récupère bien la date ici, qui est récupérée depuis la deuxième variable, mais qui pointe vers le même objet en mémoire. Donc la première variable me sert à l'ajouter, la seconde pour la récupérer, vu que ce sont les mêmes, j'accède au même singleton. Donc le singleton est un pattern qui est extrêmement critiqué, parce qu'en fait, ce qu'on critique aujourd'hui, ce n'est non pas le pattern en tant que tel, à mon sens, c'est plutôt l'approche de le faire manuellement, dans le sens où si je devais gérer ça par un container d'injection de dépendance, je n'aurais pas besoin de faire tout cela, c'est-à-dire de gérer la durée de vie de l'objet. Parce qu'en effet, le pattern singleton, dans sa forme la plus pure, la plus classique, comme ici, viole le premier principe des principe solide. J'en ai fait des vidéos, je te renvoie vers le principe concerné, à savoir le premier, le S, Single Responsibility, parce qu'ici en fait ma classe Memory Cache a deux responsabilités. La première c'est de gérer le cache, qui est sa nature et donc son essence et qui devrait être sa seule responsabilité, mais la deuxième responsabilité que cette classe a, c'est de gérer sa propre durée de vie et son propre cycle de vie, car en effet, non seulement elle protège la façon dont on peut l'instancier et la créer, mais en plus de ça, elle va gérer le fait qu'elle est instanciée de façon lazy et ainsi de suite. Donc, d'une certaine façon, je ne te recommande pas du tout de faire des singletons à la mano, je te recommande plus de passer par un container d'injection de dépendance, mais il est bon de savoir comment le faire à la main si tu en as besoin. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à te servir des commentaires sous la vidéo pour me dire qu'elle t'a plu, qu'elle t'a pas plu, qu'est-ce que tu aurais aimé de plus, qu'est-ce que tu as trouvé trop long, pas bien. Et dans tous les cas, si cette vidéo fonctionne bien, je vais continuer ma série sur les design patterns. Je sais que le singleton est certainement pas le sujet le plus kiffant que vous préférez, mais il y en a encore plein d'autres. Donc, si vous aimez bien, lâchez un commentaire, lâchez votre pouce bleu, et la suite arrive bientôt. Sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo sur la techno.net.